Dans le secteur est, près d'Avdiivka, une opération ukrainienne de courte durée a provoqué des pertes bien au-delà du champ de bataille. En moins d'une heure, les forces russes ont perdu des véhicules blindés. La capacité de combat de plus de 100 soldats a été réduite à néant et les dommages ont été estimés à plus de 60 millions de dollars américains. Les routes de renforcement se sont effondrées, les mouvements ont été paralysés et le rythme de commandement s'est brisé. Voilà, les conséquences ne se sont pas estompées avec la fin des tirs. Bienvenue sur Frontières en alerte, votre source d'analyse approfondie des conflits modernes. Restez avec nous pour découvrir comment cette seule frappe a engendré des millions de pertes et déséquilibré les forces russes. Dès 6h40 du matin, la zone à l'est d'Avdiivka était déjà soumise à une pression constante. Il ne s'agissait pas de l'ouverture d'une offensive majeure. Or, il n'y avait ni colonne masquée, ni tentative de percée visible. Au lieu de cela, les deux camps opéraient dans une zone où la tension montait lentement et où les erreurs étaient sanctionnées rapidement. Les forces russes avaient rassemblé un groupement de la taille d'une brigade renforcée dans ce secteur, estimé entre 2300 et 2600 soldats. Ce déploiement était étalé le long des lisières d'arbres, des ruines industrielles et des routes d'approche dégagées. Si cette dispersion réduisait le risque d'une frappe unique, mais elle affaiblissait la coordination. Les unités se déplacèrent souvent, changèrent de position et s'exposaient lors de courtes relocalisations. Au cours des 12 jours précédant le contact, les formations russes ont perdu plus de 35 véhicules blindés et de soutien sans engagement décisif. La plupart des pertes sont survenues lors de ravitaillements, de mouvements de rotation ou de tentatives hâtives d'ajustement de position. Et l'activité d'artillerie est restée intense, avec une moyenne de 1500 à 1700 obus par jour. Cependant, l'impact sur le champ de bataille a diminué à mesure que les unités ukrainiennes réduisirent leur exposition et évitèrent les schémas prévisibles. L'efficacité de la suppression est tombée en dessous de 40%. L'Ukraine n'a pas traité la zone comme un terrain à défendre à tout prix. Les commandants ont permis aux éléments russes d'avancer, en hauteur de marquer des pauses et de se repositionner à plusieurs reprises. Chaque mouvement révélait des habitudes, des synchronisations et des itinéraires. Au fil du temps, la pression s'est accumulée de manière inégale. Au moment où l'activité russe a atteint son apogée, l'équilibre ne favorisait plus le nombre ou le volume de tirs. Il favorisait la patience, l'observation et la préparation d'un bref affrontement contrôlé à venir. À 7h15 du matin, les commandants ukrainiens près d'Avdiivka avaient donc déjà finalisé une approche qui rejetait la logique défensive traditionnelle. La zone n'était pas traitée comme un terrain à maintenir. Elle était traitée comme un espace où les unités russes pouvaient être contraintes de réagir sous pression. La 47e brigade mécanisée a défini sa mission de manière restrictive. L'objectif n'était pas d'avancer les lignes ou d'occuper des tranchées, mais de déclencher des réponses russes qui coûteraient du temps et de l'équipement. Les véhicules de combat d'infanterie Bradley ont été choisis pour ce rôle, non pas comme des plateformes de percée, mais comme des outils pour contrôler le tempo. Leur tâche était d'entrer en contact, d'appliquer une force ciblée et de se désengager avant que les systèmes de commandement russes ne puissent se stabiliser. L'opération était construite autour de limites strictes. Les planificateurs ont calculé que l'engagement direct ne pouvait pas dépasser 27 minutes. Au-delà de ce point, la coordination de l'artillerie russe se rétablirait. La distance était également contrôlée. Les zones d'engagement étaient fixées entre 1,1 et 1,6 km. Suffisamment proches pour frapper rapidement, mais suffisamment éloignées pour éviter une exposition prolongée aux tirs nourris. Le risque était accepté, mais mesuré avec précision. Un délai de plus de 90 secondes à n'importe quelle phase donnerait aux unités de tir russes suffisamment de temps pour verrouiller des coordonnées précises. Ce seuil dictait la vitesse de mouvement, la durée des tirs et le moment du retrait. Une fois l'objectif immédiat atteint, rester sur place n'offrait aucun avantage. Tenir le terrain n'aurait fait qu'attirer des tirs plus intenses et réduire la mobilité. Le retrait était traité comme une phase planifiée, et non une retraite, en permettant aux forces de se réinitialiser et de répéter la pression plutôt que de subir des pertes lors d'un seul affrontement. Avec cette structure en place, la phase suivante dépendait entièrement de l'observation et du timing. À partir de 7h40 du matin, les unités ukrainiennes ont construit l'opération autour d'une observation aérienne constante près d'Avdiivka. Des drones opéraient en rotation pendant 9 heures, continues, pilotés par 3 équipes distinctes pour éviter la fatigue et les lacunes de couverture.
Leur tâche n'était pas de chercher au hasard, mais d'observer des schémas spécifiques. Les drones suivaient le comportement de l'artillerie russe, identifiant les cycles de tir, les pauses et les habitudes de relocalisation. Ils surveillaient également les routes, les lisières d'arbres et les itinéraires exposés susceptibles d'être utilisés par les véhicules blindés BTR lors des tentatives de renforcement. Cette surveillance a produit une image claire de la rapidité avec laquelle les forces russes pouvaient réagir une fois un mouvement détecté. Les données ont montré que l'artillerie russe nécessitait 5 à 7 minutes pour passer de la détection à l'ajustement précis des tirs. Ce délai a créé une opportunité étroite. Les commandants ukrainiens ont planifié les mouvements dans une fenêtre de 6 minutes, suffisamment courte pour empêcher un tir corrigé, mais suffisamment longue pour achever l'approche. Les flux des drones étaient repartagés en temps réel avec les équipages des Bradley et les chefs d'infanterie. Les décisions sur la vitesse, la direction et le timing étaient ajustés en permanence, et non émises une seule fois et suivies aveuglément. Lorsque les canons russes marquaient une pause, les unités ukrainiennes se déplaçaient. Lorsque l'activité augmentait, le mouvement s'arrêtait. Cette phase s'est avérée décisive avant tout contact direct. Les forces ukrainiennes ne se sont pas appuyées sur la force ou le nombre de leurs blindés. Elles se sont appuyées sur le contrôle de l'information. Au moment où les artilleurs russes pouvaient affiner les données de ciblage, les éléments ukrainiens avaient déjà changé de position, refermant la fenêtre et remodelant le combat avant qu'il ne commence formellement, avant que les unités russes ne puissent réagir. À 8h02 du matin, les véhicules de combat d'infanterie Bradley ont commencé leur approche vers les positions russes avancées, à la lisière est du secteur contesté. Le mouvement ne suivait pas un seul axe. Au lieu de cela, les véhicules ont avancé le long de 2 itinéraires brisés, façonnés par les plis du terrain, les structures endommagées et de courtes pauses contrôlées. La vitesse était délibérément limitée, car le temps d'exposition importait plus que l'élan brut. La phase d'approche a duré moins de 4 minutes. Une fois que les Bradley ont atteint le point de débarquement désigné, l'infanterie a débarqué en moins de 14 secondes. Il n'y a eu aucune hésitation et aucun regroupement autour des véhicules. Les troupes se sont immédiatement dispersées en formation en éventail, réduisant la vulnérabilité et assignant à chaque équipe un chemin de mouvement court et clairement défini. L'artillerie russe a réagi rapidement, mais sans précision. Des obus ont commencé à atterrir sur une large zone, frappant le terrain découvert et des sections vides plutôt que les points de débarquement exacts. Une évaluation ultérieure a suggéré qu'environ 70% des obus sont tombés en dehors des zones d'engagement efficaces. Les tirs ont créé du bruit et un choc, mais peu d'effets tactiques. La distance jouait désormais contre les défenseurs. L'infanterie ukrainienne n'avait besoin de couvrir que 80 à 110 mètres pour atteindre les tranchées et les abris endommagés. Alors que les explosions projetèrent de la poussière et de la fumée dans l'air, les équipes ont continué à avancer, au lieu de se figer. Le chaos a perturbé l'observation et réduit la valeur des corrections tardives. Chaque seconde gagnée réduisait les options russes. Une fois que l'infanterie est entrée en terrain couvert, tout ajustement d'artillerie supplémentaire risquait des tirs amis ou un gaspillage de munitions. Ce qui semblait être une brève course était une transition calculée, transformant une traversée dangereuse en une entrée contrôlée et éliminant la meilleure chance d'arrêter l'action tôt. À 8h11 du matin, les commandants russes ont tenté de reprendre le contrôle de la zone de contact en faisant avancer des renforts blindés. La réponse a été urgente et mal étagée. 2 véhicules de transport de troupes blindées BTR 82 et un BMP ont reçu l'ordre d'avancer le long d'un itinéraire direct vers la zone d'engagement. Le mouvement a privilégié la vitesse à la protection et a laissé peu de marge d'ajustement une fois engagés. Les véhicules ont avancé sans écran de fumée, sans éclaireur d'infanterie en avant et sans soutien de drone pour surveiller l'itinéraire. Cette approche linéaire a réduit le temps de réaction mais a supprimé la flexibilité. Les équipages des Bradley ukrainiens ont détecté le mouvement tôt et ont déplacé leur attention vers les blindés qui avançaient avant qu'ils n'atteignent une distance de déploiement efficace. Le premier BTR a été engagé à courte portée et neutralisé en moins de 20 secondes. Le feu et la fumée ont immédiatement immobilisé la colonne. Le deuxième BTR a suivi le même chemin et a subi le même sort. Il a été touché avant que l'équipage ne puisse réagir ou déployer l'infanterie, en faisant échouer la tentative de renforcement presque instantanément. Une cible blindée distincte a été identifiée quelques instants plus tard. Une fois confirmée, un missile a été lancé depuis une position Bradley,
frappant le véhicule avant qu'il ne puisse se repositionner ou utiliser son armement. Au moins un BMP a également été engagé par tir direct et détruit pendant l'échange. Ce qui devait stabiliser la situation a plutôt accéléré sa dégradation. Enfin, l'infanterie russe à l'intérieur et autour des véhicules désactivés a été contrainte de se mettre à découvert. Sans couverture blindée, le mouvement s'est transformé en une lutte pour la survie. La coordination s'est effondrée alors que les soldats se dispersaient sur le terrain exposé. Le facteur décisif était la séquence, et non le volume de tir. Les blindés russes sont entrés dans le combat après que les forces ukrainiennes aient déjà sécurisé l'observation et des angles favorables. En moins de 3 minutes, le groupe de renforcement a cessé d'exister en tant qu'élément organisé. La vitesse, sans protection ni coordination, est devenue une vulnérabilité plutôt qu'un avantage. Une fois les menaces blindées immédiates neutralisées, les commandants ukrainiens ont fait passer l'opération à son stade le plus dangereux. Le désengagement a été traité comme une manœuvre active et non une réaction. Dans ce secteur, elle est restée exposée ne serait-ce que quelques minutes de trop, causait souvent plus de pertes que l'affrontement initial. Le retrait s'est déroulé en 3 couches délibérées. L'infanterie a commencé à se déplacer en premier, suivi par les véhicules, avec un feu de couverture maintenu tout au long. Les équipages des Bradley sont restés en avant suffisamment longtemps pour supprimer les points de tir russes connus, limitant la poursuite et empêchant une réorganisation rapide. Et cette phase exigeait une discipline stricte, car toute rupture d'espacement pouvait transformer un repli ordonné en chaos. À 8h24 du matin, les forces russes ont tenté de perturber le mouvement, en utilisant des armes anti-chars et des tirs indirects. Un Bradley a détecté un lancement de missiles et a immédiatement modifié sa vitesse et sa direction, brisant la ligne d'engagement avant l'impact. Des obus de mortier ont suivi quelques secondes plus tard, atterrissant là où le véhicule se trouvait quelques instants auparavant. Un autre Bradley a rencontré une résistance plus forte. Plusieurs impacts ont endommagé sa mobilité et l'ont contraint à s'arrêter. Malgré la perte de mouvement, l'équipage est resté protégé. Le véhicule n'est pas devenu une perte isolée. En quelques instants, un 3e Bradley a avancé à couvert et a commencé l'extraction. La récupération a pris environ 2 minutes et 40 secondes. On est mené à une distance de moins de 300 mètres des tirs ennemis actifs. Tout le personnel a été évacué sans perte, préservant les équipages entraînés malgré les dommages matériels. Tout au long du repli, les unités ukrainiennes ont résisté à l'envie de riposter sans discernement. Les engagements étaient sélectifs, visant la négation plutôt que la destruction. Une fois l'espacement et le commandement rétablis, les forces se sont désengagées proprement, empêchant les unités russes de transformer le retrait en poursuite et garantissant que l'opération se termine selon les termes ukrainiens. À 9h05 du matin, les forces ukrainiennes ont traité le retrait non pas comme une fin, mais comme une réinitialisation. Les véhicules Bradley sont revenus à des rôles de soutien aux côtés des chars Abrams, formant de petits éléments mobiles, conçus pour menacer plusieurs directions sans se fixer. Cet appariement était important. Et les Abrams fournissaient une puissance de feu et une protection importante, tandis que les Bradley préservaient pour la vitesse et la flexibilité dans un espace confiné. Les mouvements étaient en courts et délibérés. Les unités n'avançaient que suffisamment loin pour influencer les lignes clés, puis se déplaçaient à nouveau avant de devenir prévisibles. Des drones FPV sont apparus dans le secteur et le long des routes d'approche probables. Leur fonction allait au-delà de la frappe de cible. Les drones surveillaient les routes, les champs ouverts et les pistes endommagées où les renforts pourraient tenter de se déplacer. Lorsque les véhicules russes tentèrent d'avancer, les drones attaquaient directement ou guidèrent les tirs, forçant les conducteurs à ralentir, à s'arrêter ou à faire demi-tour. À 9h40 du matin, les unités russes étaient confrontées à un problème croissant. Chaque mouvement risquait la détection par drone, tandis que rester immobile permettait de cartographier les positions pour une action ultérieure. Les commandants ont été contraints de diviser leur attention entre les menaces terrestres et l'air au-dessus d'eux. Cette tension a retardé la coordination et perturbé les tentatives de retrouver l'élan. Les blindés ukrainiens ont exploité cet effet. Le feu était appliqué sélectivement, non pas pour s'emparer du terrain, mais pour refuser des corridors sûrs et perturber le timing. Et les équipes FPV opéraient en avant des blindés, réduisant l'incertitude et prévenant les surprises. Le résultat fut une pression cumulative. Les forces russes avaient du mal à se concentrer sans s'exposer. Pourtant, la dispersion affaiblissait la contraction. Au lieu d'une escalade, les unités ukrainiennes ont maintenu la retenue.
La pression est restée constante dans tout le secteur. En fin de matinée, les conséquences de l'engagement sont devenues claires dans tout le secteur. Or, les pertes russes étaient pas limitées en ampleur, mais graves en effet. Les dommages confirmés sur le champ de bataille comprenaient 2 véhicules de transport de troupes blindés BTR-82, un véhicule de combat d'infanterie BMP et un char de combat principal neutralisé ou détruit au cours de la séquence d'action. De plus, on estime qu'entre 90 et 120 soldats russes ont été rendus inaptes au combat par des pertes, des chocs ou une perte de mobilité. L'impact financier était disproportionné. Dans les véhicules détruits et neutralisés représentait une estimation de 22 à 28 millions de dollars américains, sans compter les dépenses de munitions, les efforts de récupération d'urgence et les coûts logistiques subséquents. Les pertes matérielles de l'Ukraine étaient significativement plus faibles. Un véhicule de combat d'infanterie Bradley a subi de lourds dommages et a nécessité une récupération, avec des coûts de réparation ou de remplacement estimés inférieurs à 4 millions de dollars américains. Aucune perte d'équipage n'a été signalée, préservant le personnel entraîné et maintenant la cohésion de l'unité. Les conséquences opérationnelles ont dépassé le simple décompte des équipements. Les commandants russes ont été contraints d'arrêter les mouvements à grande échelle dans la zone pendant environ 11 heures. Au moins 4 itinéraires de renforcement prévus ont été abandonnés après des observations répétées de drones et des menaces de tirs indirects. Les unités déjà positionnées en avant ont été contraintes de rester dispersées, réduisant leur capacité à coordonner des contre-attaques ou à masser leur puissance de feu. Le coût à plus long terme fut le tempo. Les forces russes ont augmenté les mesures de reconnaissance et de sécurité, en consommant du temps et des ressources, tout en ralentissant les cycles de décision. Chaque mouvement ultérieur a nécessité un dépistage supplémentaire, créant des retards et augmentant l'exposition à des frappes ultérieures. L'Ukraine a obtenu un avantage local sans tenir le terrain. L'engagement a démontré qu'une pression contrôlée pouvait dégrader l'efficacité au combat sans percer. Les pertes ont été mesurées non seulement en véhicules et en argent, mais en initiative, et en vitesse de réaction et en liberté d'action. Cet engagement n'a pas redessiné la carte ni produit de changements spectaculaires sur la ligne de front. Sa signification réside ailleurs. Il a montré comment le contrôle du temps, de l'observation et du mouvement peut l'emporter sur le nombre et la puissance de feu. L'Ukraine a appliqué une pression, s'est désengagée selon ses propres termes et est revenue avant que les forces russes ne puissent se rétablir. Les pertes ont été limitées, mais la perturbation a été durable. Dans la guerre moderne, forcer l'ennemi à réagir tardivement peut être aussi dommageable que de détruire du matériel. Si ce schéma se poursuit, des rencontres similaires pourraient façonner le combat plus largement que les grandes offensives. Pensez-vous que cette approche puisse être maintenue sur le long terme? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous appréciez les analyses claires des batailles et des armements modernes, aimez la vidéo et abonnez-vous.